BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Le grand journal de New York en direct des studios du Nasdaq à Times Square. Nous sommes avec Paul Bensabat, président du Comité Amérique du Nord des conseillers du commerce extérieur, président également de TMCI Holdings qui regroupe plusieurs sociétés dans l'agroalimentaire. Bonjour tout d'abord, merci d'être avec nous. Alors nous allons commencer tout d'abord avec les conseillers du commerce extérieur. Exactement, c'est quoi votre mission? Ce sont 4500 chefs d'entreprise français à travers le monde, hommes et femmes, qui en fait sont nommés par le Premier ministre pour des périodes de 3 ans renouvelables et qui sont là pour aider bénévolement la France dans sa politique de commerce extérieur. Elles sont là pour aider les jeunes étudiants, elles sont là pour aider les PME à se développer à l'international, elles sont là pour aider notre gouvernement en lui recommandant certaines informations et en lui faisant passer certaines informations sur les marchés extérieurs. Donc les CCE sont là véritablement pour aider à développer notre commerce international. Est-ce que justement, dans un contexte de crise comme celui que l'on peut connaître en ce moment au Japon, après le terrible séisme, et peut-être même plus largement dans le monde arabe avec ces révoltes arabes, est-ce que vous, conseiller du commerce extérieur, vous pouvez avoir une mission, un rôle pour venir en aide aux patrons français, à la communauté française dans ce genre de moment? C'est très clair. Effectivement, on a un rôle à jouer et ce rôle, il est très simple. Il est que les CCE étant des gens qui sont implantés sur place et qui connaissent bien les marchés, peuvent prodiguer un certain nombre de conseils et ils sont là d'ailleurs pour ça, pour essayer d'éviter, entre guillemets, les grandes erreurs. Par exemple, sur le Japon, à l'heure d'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises françaises sont en train de se dire « Oh, je prends mes clics et mes claques et je repars chez moi ». Or, il est clair que ce serait une grosse erreur de faire ça et comme le disait mon collègue japonais, CCE, il y a encore quelques instants ce matin, il disait, quand on connaît bien la mentalité japonaise et la culture japonaise, c'est une grosse erreur que de prendre ses clics et ses claques et de repartir parce qu'ils ne le pardonneraient pas. Donc par définition, je crois que ce serait une grosse erreur et il faut éviter que les entreprises françaises paniquent. À l'heure actuelle, il n'y a pas un danger majeur immédiat dans une ville comme Tokyo. Au pire des cas, bouger un peu plus loin de la zone à radiation, mais clairement, ce serait une erreur fondamentale de stratégie que de s'écarter du marché dans un moment aussi difficile que celui-ci par rapport à la mentalité et à la culture japonaise. Mais est-ce que vous les sentez, ces patrons français, inquiets de cette situation internationale? Certains le sont, bien entendu, et il y a quand même un minimum de quoi être inquiet. La situation internationale, entre ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde arabe et ce qui se passe au Japon, c'est sûr que ça crée un certain nombre d'inquiétudes pour certains patrons. Alors pour essayer de leur redonner le moral, si on peut dire ça comme ça, en tout cas en espérant que la situation s'améliore dans le bon sens, vous allez, vous, créer le plus gros rassemblement de patrons français hors de France. Ça va être ici aux États-Unis en février 2012. Alors ça peut paraître très lointain, mais en ce moment, vous bossez comme un malade, si vous me pardonnez l'expression, pour rassembler tout ce petit monde. Effectivement, Emmanuel, d'abord ça n'est pas très loin, c'est dans moins d'1 an, et le Comité Amérique du Nord avait déjà organisé 3 symposiums à Miami dans les années précédentes, qui avaient été à chaque fois des succès de plus en plus grands. Et lorsqu'on s'est finalement réuni avec le Comité national à Paris et avec notre président Bruno Durieux, nous avons tous convenu qu'il serait une bonne idée, effectivement, que les CCE puissent transporter leur savoir un petit peu à l'international, mais non pas toujours nous réunir en France. Et arriver à monter ce qui sera effectivement le plus grand rassemblement de chefs d'entreprise français qui aura donc lieu à Miami le 8, 9 et 10 février. Mais comment on monte ça? Il faut convaincre les patrons français de venir ici, de faire des tout d'abord, c'est un symposium mondial des CCE. Donc par définition, les CCE sont déjà très orientés vers l'international. Donc c'est des gens qui vont vouloir venir participer. Deuxièmement, on le fait également en partenariat et en coopération avec nos amis de l'administration. Que ce soit UBI France, bien entendu, les chambres de commerce en France, les chambres de commerce franco-américaines ici. Donc toutes les organisations, la COFAS, toutes ces organisations-là vont participer également à cet énorme projet. Et il est clair que nous avons comme mission de promouvoir les PME. Donc on a créé un roadshow qui a déjà eu lieu 2 fois auparavant et qui a très très bien marché, où une 40aine de conseillers du commerce extérieur d'Amérique du Nord vont en France et avec les chambres de commerce et UBI France font des présentations à 1 millier de PME dans une 12aine de villes et parmi ces 1000 PME, on en sélectionne une centaine qui ensuite vont venir au travers d'une mission UBI France et venir participer au symposium, rencontrer les CCE, parler avec les CCE, se faire conseiller pour leur pénétration sur le marché américain. Et justement, cet échange de, comment on pourrait dire, de partage d'expérience, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui manque encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut des coachs, il faut des témoins, il faut des... Complètement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, quand on fait ces roadshows en France, les PME sont vraiment demandeuses de ce genre d'informations. Le marché américain, le marché Amérique du Nord est un marché qui est énorme, qui est un marché qui est sain, qui est solide, mais qui fait peur. C'est un marché qui est difficile, incontestablement, et il n'est pas un marché
qui est, comment dirais-je, qui est accueillant pour tout le monde. Donc il y a un certain nombre d'erreurs à ne jamais commettre, il y a un certain nombre de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et je pense qu'il est très important à ce moment-là de bénéficier de l'expérience des CCE, qui sont des gens qui sont là depuis de nombreuses années. Moi, je suis aux États-Unis depuis 33 ans. Et donc de pouvoir bénéficier gracieusement, d'ailleurs, des efforts de ces CCE qui sont là pour partager leur expérience et éviter tous ces pièges aux PME françaises. Vous restez avec nous. Justement, on va après entrer dans votre partage d'expérience à vous, puisque vous êtes un serial entrepreneur ici aux États-Unis. Et on va découvrir un petit peu tout ça dans un instant. C'est le Grand Journal, ici en direct de New York. BFM Business, le Grand Journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Duteil. Le Grand Journal de New York, nous sommes toujours avec Paul Bensabat, président du comité Amérique du Nord des conseillers du commerce extérieur et président de TMCI Holdings. Alors on va s'intéresser à vous plus particulièrement, Paul Bensabat. Vous êtes arrivé ici aux États-Unis pour terminer vos études. Vous avez tellement adoré que vous n'êtes jamais reparti. Vous avez notamment dirigé Lactalis. Comment on en arrive là ? Écoutez, c'est très simple, c'était vraiment l'aventure de tout un jeune étudiant français qui se dit je vais aller faire un MBA aux États-Unis parce que ma foi ça fera toujours bien et puis que ça permettra de continuer sa propre éducation, et mon père m'avait d'ailleurs beaucoup poussé à faire ça et il a eu bien raison. Et puis à la fin de mon MBA, je me suis dit je vais faire un petit stage parce que ça fera bien sur le curriculum vitae, et puis 33 ans après le stage continue toujours. Lactalis a été mon deuxième job. Je suis rentré, c'était une petite entreprise française aux États-Unis en tout cas. On avait une petite usine à l'époque qui faisait 9 millions de dollars de chiffre d'affaires, et puis quand je suis reparti, quelques 17-18 ans après, nous faisions presque 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, donc, et l'un des principaux fromager sur le marché américain. Donc ça a été vraiment une aventure assez intéressante à ce niveau-là. Et puis j'ai quitté le groupe Lactalis parce que de temps en temps il faut aussi changer, et puis parce que l'entrepreneuriat me démangeait les mains et m'avait démangé depuis un certain temps. J'ai pris une année sabbatique où je me suis posé pas mal de questions sur comment j'allais lancer mon affaire, et ensuite j'ai eu étape numéro 2 où j'ai décidé de lancer ma propre affaire. Mais juste avant, peut-être une petite question d'actualité quand même. Vous avez obligatoirement entendu parler que General Mills, ici le grand groupe d'agroalimentaire, rachète notre marque, rachète Yoplait, en tout cas 51% de Yoplait. Du côté américain, c'est un bon deal. Vous auriez été encore chez Lactalis Mécanique, vous auriez dit que c'était un bon deal? Oui, je pense que c'est un très bon deal pour deux raisons. D'abord parce que General Mills est le représentant de Yoplait sur l'Amérique du Nord depuis déjà de très nombreuses années. Exactement, depuis 1978, je crois, ou 77. Et donc par définition, c'est une extension logique de ces affaires. Et puis en plus, on est, je pense, aujourd'hui dans une économie qui est tellement mondiale à tout point de vue que bon, pour Yoplait, je pense que c'est une très bonne chose. Ils vont avoir un partenaire en General Mills qui est vraiment un acteur mondial important de l'agroalimentaire et qui peut les aider à pénétrer certains marchés où ils ne sont pas aujourd'hui présents. Donc par définition, je crois que c'est un bon deal pour General Mills qui va sécuriser ses positions et n'est plus simplement un franchisé. Et c'est un bon deal pour Yoplait parce qu'ils vont bénéficier de la puissance de General Mills au niveau mondial. Alors, depuis quelques années, donc vous l'avez dit, vous êtes relancé dans l'agroalimentaire après une petite pause. Vous êtes un petit peu un serial entrepreneur, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qui vous démange ou qui vous démange pas. Et quand ça vous démange à un moment ou à un autre, je crois qu'on a beau être un cadre dans une société dynamique qui grandit à toute vitesse, être très bien rémunéré, etc. Mais vous avez envie de faire le saut et de dire bon, ce que je veux construire, je veux le construire pour moi-même. Donc, à un moment ou à un autre, vous faites ce saut-là. J'ai fait ce saut-là. Je l'ai fait à l'époque avec un ami à moi de très longue date avec lequel on avait fait un certain nombre d'affaires, Alain Banquier. Et nous avons donc monté notre première entreprise. On a racheté, on voulait être dans dans les spécialités agroalimentaires. Donc on a racheté une première activité du groupe Tyson, qui est le géant mondial. C'est le plus grand groupe mondial au niveau viande. Et Tyson avait une activité hors d'œuvre surgelée qui battait de l'aile, qui était en grosse difficulté, dont il voulait se débarrasser. Donc Alain et moi l'avons racheté. On l'a entièrement redressée de A jusqu'à Z, puisqu'elle perdait beaucoup d'argent à l'époque. Et on a recréé littéralement un business. On a remis en place toute une équipe. On a monté une usine, puis une deuxième. Puis après, on a racheté une deuxième entreprise qui était à vendre, qui était, elle, dans les plats surgelés, fruits de mer, tout ce qui était gâteau de crabe, poisson farci, etc. Puis une troisième qui était à Chicago, qui elle fabriquait beaucoup de produits cachers, donc dans les produits surgelés toujours. Et on a fermé l'usine, transporté le tout dans New Jersey dans nos usines existantes. Tout ça en combien de temps? Tout ça en 6 ans.
Et en fin de compte, depuis 2 ans, on a fait notre plus grand saut puisqu'on a fait un partenariat avec un gros groupe financier qui s'est retrouvé avec le leader en Amérique du Nord des produits cachers, la société Manischewitz, mais qui avait d'énormes difficultés financières et de gestion. Et comme c'est un groupe financier qui, honnêtement, n'est pas fait pour gérer ce genre d'entreprise, on s'est trouvé en partenaire idéaux pour ce groupe-là. Et on a donc amené nos actifs, ils ont amené les leurs, et Alain et moi avons repris la direction de cette entreprise pour la redresser. Et depuis 2 ans, elle est passée d'une perte vertigineuse de plusieurs dizaines de millions de dollars à des profits. Et donc nous sommes particulièrement ravis des résultats aujourd'hui. Il faut dire que c'est un marché assez juteux quand même. C'est un marché qui est assez intéressant. Ouais. Les produits cachers, d'une manière générale, sont des produits qui grandissent à vitesse grand V. Hein. C'est un marché qui est énorme aujourd'hui, puisque ce n'est pas un marché qui s'adresse simplement à la population juive. C'est un marché aujourd'hui que le consommateur, en particulier en Amérique du Nord, regarde comme un marché de produits plus sûrs, plus sains, qui ont été vérifiés davantage et c'est la vérité. Donc par définition, c'est aujourd'hui un marché. Vous avez des sociétés comme Coca-Cola, les grandes embouteilleurs d'eau, etc. Ils mettent tous les symboles cachers, le OU comme on l'appelle. Et donc c'est un marché qui aujourd'hui représente à peu près 215 milliards de dollars. Donc dans le monde, exactement. Et c'est un marché qui grandit à 15% par an. Donc par définition, c'est un marché qui est particulièrement intéressant. Nous sommes positionnés sur le secteur plutôt spécialité. Mais justement, est-ce que la crise a quand même changé quelque chose? Alors vous avez racheté au pire moment, ce qui a, je crois, permis de restructurer considérablement et de façon peut-être plus abrupte que ce que vous auriez fait si vous étiez déjà aux commandes de l'entreprise. Absolument. Mais est-ce que la crise a changé quelque chose, notamment peut-être même dans les modes de consommation? Oui, la crise a eu un impact. Tous ceux qui vous diront que la crise n'a pas eu d'impact dans leur business, honnêtement, je n'y crois pas trop. La crise a eu un impact parce que le consommateur a décidé de faire en fait du trade-in, de descendre d'un produit cher à un produit moins cher, parce que par définition, les budgets n'étaient plus les mêmes. Donc à ce niveau-là, nous, ça nous a affecté en termes de marge, mais ça ne nous a pas trop affecté en termes de volume, pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons tellement de marques. Au travers des années, la société a racheté tellement de portfolios que sur certains business, d'ailleurs, nous avons des parts de marché hyper dominante, de l'ordre de 90%. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé d'un produit très haut de gamme à un produit plus bas de gamme pour le consommateur. Et ça, c'est gênant parce que pour nous, on a moins de marge. Vous arrivez maintenant à remonter vos prix. En tout cas, vous arrivez à réamener le consommateur vers des produits plus haut de gamme, à plus forte marge. C'est assez difficile. Par contre, aujourd'hui, on est obligé de monter nos prix. Pourquoi? Parce que vous le savez comme moi, toute la matière première a pris des augmentations qui sont extrêmement substantielles. La farine, le sucre, etc., qui sont des ingrédients très importants pour nous. On fabrique 800 différents types de produits, hein, donc c'est énorme. Donc par définition, on est très affecté, nous, quand les matières premières de ce type-là commencent à augmenter comme elles le sont aujourd'hui. Donc on augmente les prix, mais le consommateur aujourd'hui n'a pas encore repris suffisamment confiance pour dire je vais remonter aux produits très chers immédiatement. Eh ben, on surveillera ça et vous reviendrez nous voir une fois que le consommateur sera revenu à des produits plus chers. C'était Paul Bensabat, donc le patron des conseillers du commerce extérieur ici aux États-Unis, donc un serial entrepreneur par ailleurs dans le domaine de l'agroalimentaire. Vous restez avec nous, c'est le Grand Journal ici en direct de New York.